Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue dans la dernière émission des Clochards Célestes. Car demain matin, cet appartement sera brûlé. Car demain matin, nous serons tous en prison. Car demain matin, Jacques Chirac, le pape, Benoît XVI, Johnny Hallyday nous feront tous un procès. Car nous recevons ce soir celui qu'on surnomme le prince de la cocaïne, le dealer de tout Paris. Il a été condamné à 40 ans de prison par contumace. Il a passé 18 ans derrière les barreaux. Il a été le numéro 2 de Gaëtan Zampa, le plus grand des parrains. Et quand il a été arrêté, le 22 juillet 1986, il a fait la une de tous les journaux. Il a côtoyé l'OS, le SAC, la French Connection, et il a même été responsable de la mort de Mike Brandt. Ce soir, nous recevons Gérard Forêt dans les Clochards Célestes. Bonsoir. Bonsoir. Au premier client, c'est déjà les braqueurs, parce que Bruno Soulac, etc., ils faisaient tout leur casse avec de la coke. Ah, Bruno Soulac, il pouvait pas se passer. Il y avait beaucoup de Yougos qui faisaient des bracos, et eux, ils pouvaient pas faire sans coke. Toutes les nanas du Crazy Horse, du Lido, pour se mettre à poil, elles avaient besoin de coke. Bah ouais, c'est sûr, ça. Ouais, j'avais droit tous les soirs à ça. D'ailleurs, vous racontez une anecdote, on revient en arrière, mais en Hollande, vous racontez que vous mettiez sur la piste de danse, vous jetiez 25 grammes de coke et 25 grammes de coupé. Ouais, c'est ça. Bah coupé, ça faisait 50 grammes. 50 grammes. Sur le sac, je jetais sur la piste. Il fallait c'était la débandade. Hein. Et toutes les filles se mettaient par terre terre à lécher. À genoux, il y en a celles qui avaient pas de slip, elles se faisaient prendre par des mecs qui en profitaient. Ouais. Ah ouais, c'était comique. Hein. Et là, vous étiez le roi de la nuit. Ah, carrément. Ah, maintenant, on va faire un peu le tableau de tous les people, un par un. D'ailleurs, il y a une chose assez drôle, c'est que je crois que c'est Minute, le journal Minute, qui avait dit, dans un papier, c'est complètement faux, que vous aviez transmis le sida à Isabelle Adjani. Ouais, c'est ça, ouais. C'est dingue. Moi, je savais pas que j'avais le sida à l'époque. On me dit, je lis dans le journal Minute que Monsieur Forêt, il vit tranquillement en prison après avoir donné le sida à Isabelle Adjani. Elle est bien belle, celle-là. Je dis, mais j'ai pas de sida, moi je venais de faire le test et tout, j'ai pas de sida du tout. Et elle non plus. Elle a dû aller se justifier, je crois que c'était avec sur PPDA. Au plateau du 20h, je sais pas. Ouais, elle a été obligée de se justifier, de faire des examens médicaux et tout. Non, mais eux, ils ont dit que moi, je suis un salopard parce que je suis bien en prison alors qu'elle, elle est mourante. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est une bonne cliente. Peut-être bien, ouais. Trop bonne, même. Alors... Il y en avait un qui était carrément plus que votre bon client, c'était votre ambassadeur, votre meilleur... C'était Philippe Léotard. Alors lui... Hein. Ouais, mais lui, il me coûtait cher, et puis il m'a balancé après. Mais c'était son frère qui était... Léotard, ouais, ministre de la Défense. Et lui se disait ministre de la Défense. Oui, c'est moi qui lui ai donné ce nom. Ah, c'est vous? Ah bah oui, j'ai dit, toi, ton frère, il est ministre de la Défense, et toi, de la Défense. C'est moi qui ai sorti cette... Mais lui, il était un peu borderline, parce que non seulement il prenait, mais il trafiquait, enfin, il partait trop loin pour mais vous. Pour avoir sa dose, il lui fallait 5 grammes par jour. Hein. Ouais. Eh ben, il était obligé de m'en vendre. Il en vendait beaucoup, même. Alors, une fois, je lui ai laissé 2 kilos de coke chez lui. Il s'est fait choper par les flics. Et quand mon pote est allé, il est descendu en bas, il a dit, t'as la coke? Il lui dit, ouais. Il dit, regarde et tout. Hop, d'accord. Et il dit, t'as l'argent? Ouais, je vais te le donner, viens, il est dans ma voiture. Et il remonte les deux. Moi, j'étais en face, j'observais tout. Boum, les flics sont sortis de partout. De partout. Il y avait des kiosques, c'était des flics. Il y avait des clochards en train de fouiller dans les poubelles, c'était des flics. Il y avait des arbres, c'était des flics. Il y avait des arbres presque, ma parole. Mais ils sont sortis de partout. Boum, ils étaient 13 ou 14. Comme ça, ils ont chopé mon pote. Mon pote, il disait, mais arrêtez, lâchez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous prend? Bam. Tu vas voir ce qui nous prend. Tout ça, et il dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Il lui dit, mais c'est rien ça, c'est des trucs pour les dentistes. Il lui dit quoi? Non, c'est de la cocaïne. Il dit, ben allez-y, testez. Le mec, il fait ça, il prend son truc bleu, là, il fait son truc, il dit, ah merde, c'est pas de la coke. Ah, ils avaient les boules. Et pourquoi Léotard a fait ça? Ben pour ne pas aller en prison. Ah oui. Ben ils lui ont dit, ou tu vas en prison, ou tu nous donnes le mec et toi tu es libre. Ah oui. C'est une salope ce mec. D'ailleurs, il avait joué dans le film La Balance. Oui, c'était prémonitoire, hein. Alors, il y a un autre qui est mort assez récemment, d'ailleurs, mais vous disiez qu'il adorait les voyous et qu'en plus, il payait jamais. C'était Claude Brasseur. Claude Brasseur, oh là là, quelle pourriture, ce mec. Bah, s'il m'entend, t'es un pourri. Salut, mon pote. Ah ouais, non, mais le mec, attends, il bandait aux voyous. Ouais. Ça, c'est clair. Il aimait être entouré de voyous tous les soirs dans les boîtes de Paris et tout. Il nous invitait à manger, mais il payait pas. Au moment de l'addition, il disparaissait. Et c'est moi qui payais, bien sûr, toujours. Il y en avait 2 qui faisaient pitié. Non, on va tous le faire.
Vous dites Annie Girardot et Françoise Sagan, vous en parlez à peine, vous dites elles étaient juste... Mais c'était devenu une véritable clocharde. Ouais. Son mec, il l'a pompé, il lui prenait un jeune, il lui prenait tout son fric et sa coque. Et elle, la coque, il en fallait, mais après, elle avait plus une thune, elle avait plus rien. Elle était clochardisée au maximum. Ça m'a fait pitié parce que moi, en 70, je l'ai connue, c'était une femme bien, elle me faisait des spaghettis chez elle. Il y avait la pire de toutes, je sais pas si on peut citer son nom parce qu'il est pas dans le bouquin. Qui Steph de Monaco. Enfin... Bah si, bah mais j'en ai parlé. Stéphanie Monaco. Elle, c'était la pire. Ah bah, c'est elle qui m'a vraiment balancé. Et le prince Régnier est venu me menacer et tout. Bon, alors, elle était avec un mec, un Iranien, un monstre. Moi, je l'appelais Quasimodo. Il était tordu et tout. Moche comme un pou, Quasimodo. Mais il a réussi à séduire Stéphanie avec du crack. Elle fumait 7 grammes par jour. C'est énorme. Non, c'est pas énorme. Ah non, pour le crack, non. La sniffer, c'est énorme. Ouais. Mais 7 grammes, ça part. Moi, quand je fumais du crack, c'était 20 grammes qui partaient. Ah oui. Ah, ça part vite. Mais elle a quand même fait une overdose. Bah, c'est là qu'elle m'a balancé. C'est là que le prince Régnier est venu, m'a menacé de mort avec 2 gardes du corps et tout. M'a dit, tu touches encore à ma fille, je te massacre. Tu disparais. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? C'est pas moi qui m'occupe de Steph. C'est le connard, là, Freddy, l'Iranien. Parce que lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait épouser Stéphanie de Monaco et après faire son trafic d'armes. C'est un gros trafiquant d'armes. Il avait une dizaine de passeports. Et il avait une mallette pleine de fric. Moi, il me prenait 100 grammes par semaine, cash. Hein, et au prix fort, 1000 francs, 150 € le gramme. Et donc, c'était bien. Il a vendu son appartement... Un de ses appartements à Régnier, au prince Régnier, 500 millions de francs anciens. D'accord? Il lui a vendu. Donc, il y avait un petit lien, une amitié avec lui. D'accord? Et c'est là qu'il a rencontré Steph et qu'il lui a dit, si tu as un problème de plomberie ou autre, tu m'appelles. Comme ça, elle l'a appelé. Il a fait exprès de faire des petits problèmes d'électricité pour qu'elle l'appelle et il allait. Et là, il lui donnait de la coke, il l'a fait fumer, il l'a rendu malade complètement. Et puis, au point qu'elle était prête à l'épouser. Elle est restée combien de temps dans le crack elle est bien restée 6 mois. Hein. Ah ouais Mais après, elle a tellement abusé qu'un jour, elle tombe d'inanition chez lui. Et lui m'appelle, il est en panique. Heureusement, j'étais chez moi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable. Il m'appelle, il me dit, viens vite, elle est en train de mourir et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, putain, viens faire le ménage et tout, moi je ne sais pas faire et tout. Bon, ils sont venus, ils l'ont embarqué, ils l'ont emmené à l'hôpital. On lui a changé le sang tout de suite. On l'a sauvé. Mais bon, elle m'a balancé. Elle l'a pas balancé lui. Alors que c'est lui qui lui a fait du mal. C'est pas moi. Moi, j'ai vendu sa coque qui allait chez Steph. Voilà. Et donc voilà. Et à partir de là, les flics se sont mis sur mon dos aussi. Alors, il y en avait un qui était un peu votre attaché de presse, mais que vous voyez la nuit en train de se prendre des balais dans le cul en jouant à la sorcière sur des péniches. Carita et Alexandre. C'était un présentateur du 20h. Les deux plus... Comment? Yves Mourouzi. Ah lui aussi, oui. Oui, vous étiez sur un autre, vous? Oui, les balais dans le cul, c'était surtout Carita et Alexandre. Mais Mourouzi, c'était le plus coquet de tous, non? Lui, c'est une horreur, ce mec, c'est à vomir, lui. Il mangeait de la coque, il la buvait, il faisait tout. La coque. C'était son soleil, il était fou de coque. Et moi, il me faisait peur parce qu'il parlait de moi souvent, parfois dans les trucs à la radio et tout. Moi, j'ai dit, mais il est fou, ce mec. C'était votre attaché de presse, un peu. On peut dire ça, ouais. Pub. Les flics, ils avaient très bien compris qu'il y avait de la coque autour de ça, hein. Et alors, il y en avait une boîte qui n'ouvrait pas, paraît-il, avant votre passage, c'était les bains-douches. Et le patron des bains-douches, qui était quand même Hubert Bokovza, un fou furieux, qui avait cassé lui-même les murs de sa boîte avec une tronçonneuse. Ouais, c'était un malade. Il avait abattu des murs porteurs de sa boîte tout seul. Ouais, mais lui, il pouvait pas commencer à ouvrir sa boîte sans moi. Il fallait que je lui amène 10 grammes tous les soirs. Et il utilisait votre coke pour attirer des gens comme De Niro et tout dans sa boîte. Bien sûr, et puis après, il m'appelait, il me dit, tu vas me chercher 10 grammes pour lui, 10 grammes pour là, Et ça faisait marcher sa boîte. À l'époque, c'était le carburant, la coque. Faut pas se tromper. Il avait tous les plus grands mannequins et tout ça. Moi, je dis, écoute, tu te démerdes, moi je te la donne, tu vends. Hein. Oui, bien sûr, il faisait. C'était le patron, mais tout marchait à la coque là-bas. Les plus grands mannequins, tout ça. Mais il y avait des afters chez vous où on prenait une pierre de coke à l'entrée, on la pesait à l'entrée et on la pesait à la sortie pour voir combien chacun avait consommé. Ouais.
Bah C'est ouais. comme ça que vous faisiez payer les gens. Ah ben oui, bien sûr, c'était facile. C'était facile. Et en même temps, ça les incitait à la consommation. Parce que quand on a 1 gramme, on le prend, après le temps qu'ils viennent en chercher d'autres, et ci, et ça, et puis je vendais pas par 1 gramme. Donc le mec, je lui donnais une pierre bien pesée. À la sortie, je marquais Johnny tant. À la sortie, je pesais, j'ai dit tant, allez hop, à 1000 balles le gramme aussi. Alors, on va faire quand la coke tue avec 3 K. Le premier, c'est tapis. Oh, j'ai dit là, On va se prendre un procès, là. dans une émission, non, j'ai dit dans une émission, qu'est-ce qui a mis tapis au tapis? Ouais. Bon. Ah, parce qu'à tapis avant, il marchait avec les Peel Wonder. Je sais pas si tu Ouais. te souviens, les Peel Wonder. Qu'est-ce qui fait marcher tapis? C'était les Peel Wonder. Mais en vérité, c'était la coque. Moi, je le dis. Après, je peux me tromper, hein. Mais c'est ce que Tout je ça pense. est mis avec des pincettes. Bah oui, bien sûr. Les Peel Wonder, ça peut pas faire marcher un homme, donc ça pouvait être que ça. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, Tapi, comme Jean-Luc Delarue, se faisait injecter de la coke dans l'œsophage. Ça, je peux pas le prouver. J'ai oula. pas vu faire. Je peux pas dire ça. J'ai dit, je pense Ouais. que. Attention, c'est pas pareil. Delarue, vous l'avez vu? Delarue, oui. Ouais. Bah, je lui ai même conseillé il est mort, d'arrêter donc, ses on s'en conneries. Et Bernard Giraudot aussi, c'est pareil. Mort. Mais Tapi, je l'ai jamais vu faire. Je dis, Ouais. je pense que vu le caractère du monsieur, ajouté à la coque, ça ne pouvait que le foutre en l'air et voilà. Il y a quand même 2 personnes dont vous êtes, on pourrait dire vous êtes l'assassin, vous êtes responsable de la mort par quelqu'un d'interposé. Vous êtes quand même le responsable de la mort de Mike Brandt. Oui, ça oui, mais responsable, oui. Pas responsable, moi, on m'a Toutes les demandé. minettes là vont savoir que c'est vous. Ben, ouais, c'est pas moi qui l'ai tué, c'est pas moi qui lui ai donné, c'est les autres, hein, c'est les Israéliens. Ils faisaient passer pour des mecs du Mossad, mais je pense que c'était plutôt la mafia israélienne, mais c'était des amis d'un de mes revendeurs, Eli Malka, qui était israélien. Et bah, c'est lui qui m'a dit un jour, voilà, les mecs du Mossad et tout, parce ils avaient peur que Mike Brandt balance tout. C'est-à-dire que Mike Brandt était racketté. Enfin, racketté, non, c'est pas le mot qui convient, mais c'est eux qui l'ont formé, d'accord? Mais après, comme il a eu un immense succès, après il a vu qu'il devait donner tout son pognon à ces gens-là, qu'il avait lancé. Ben, il voulait plus. Et donc, il avait déjà laissé entendre qu'il allait voler de ses propres ailes, et ils n'ont pas aimé. Ils ont dit, alors, on va s'en débarrasser, parce que s'il commence à parler, c'est mal barré. Et là on vous demande un mélange mortel qui est un mélange de speed et de ralentissement. Et d'héroïne, c'est-à-dire c'est le frein et l'accélérateur. Mais mortel, pas forcément. Non, mais grosse chance de se suicider. 80% de chance d'y passer parce que c'est le cœur. Alors, Ouais. c'est quand on prend une voiture et qu'on accélère et qu'on freine d'un coup, on fait ça 50 fois, je crois que la voiture, elle va s'abîmer. Ça me paraît logique. Un être humain, c'est encore pire, c'est le cœur. Il accélère et puis tout d'un coup, l'héroïne le freine et puis ça repart et puis c'est... Voilà, c'était le speedball. Et il y en a un autre dont vous avez fait le cocktail mortel, qui est en plus un de nos Jean grands amis, Edernalier. un de nos parrains de cette émission. On a reçu tous ses amis, il était venu 1000 fois ici. Allier. Avant ma naissance, c'était Jean Edern. Je l'adorais, Jean Edernalier. je l'adorais, ce type-là, moi. Je l'adorais Alors- parce que c'était un rebelle aussi. Ouais. Par contre, il était à combien? Beaucoup de grammes par jour, lui. Bah oui, il en prenait entre 7 et 8, peut-être 10 même. Moi, il m'en prenait 50 par semaine. Alors après, il faisait comme il voulait. Hein. Et ce qui est dingue, c'est que la veille de sa mort, on vous demande un cocktail mortel de coke. Ouais. Oui, parce que Mitterrand avait très très peur de lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait mis des espions et des flics partout. Et moi, j'étais obligé de me déguiser pour pouvoir le joindre, en travesti ou en femme de ménage ou en déménageur. C'est trop drôle. Ah ouais, mais j'étais bien en travesti, attention. Hein. Avec des talents et tout, faut pas croire. Hein. Tout le monde m'a dit qu'il y avait des nanas canons chez Jean Edernalier. En fait. Ouais, c'était moi. Et puis, comme il avait menacé d'écrire un livre et tout sur Mitterrand, eh ben, ils l'ont descendu avant. Et à combien de pourcents? 100%. À 100%. Bah oui, il a pris ma coque, mon speedball, Ouais. et il est passé. Hein. Bah oui, j'en suis sûr, oui, pratiquement. Ouais. Dingue. Alors, non, parce que même le fils de Jean Edern qui a écrit un livre sur est-ce que Jean Edern aurait été assassiné ne le sait pas en fait. À bicyclette, il devait déjeuner avec Carl Zero et il tombe à bicyclette et il meurt. Ouais, parce que quand il allait faire de la bicyclette, il prenait de la coque. Il pouvait pas s'en passer, c'était son carburant. Pour la pédale. Voilà, c'était son carburant. Alors il prend de la truc, et puis tout d'un coup, il est sur sa bécane, et le cœur qui commence à taper, et puis là, boum, il est tombé. C'est facile, ça, de tuer quelqu'un comme ça. Moi, j'en ai vu plein en blanc Alors, qui sont morts. comme maintenant, on va parler pas votre pire ennemi, mais quand même celui qui vous a fait tomber. C'était Oui. Johnny. Ouais, non, il a rajouté une dose. ouais. C'est-à-dire que
j'avais pas besoin de sa déclaration, quoi. Elle m'a beaucoup nui parce qu'il a dit que j'ai vendu 10 grammes par jour et tout. 10 grammes par jour. Ouais, c'est ce qui a été dit dans le procès verbal. Et alors vous racontez que Johnny était tenu par la pègre parisienne. Absolument, oui. Parce qu'ils avaient des photos de lui compromettantes. Ouais, très compromettantes. Mais quel genre de photos? Bah, c'est des photos où on voit Johnny avec son petit amour, là, Philippe, comment il s'appelait, Carbone, là, le fils du plus grand gangster de France de l'époque, des années 40. Et moi, c'était mon ami au Maroc, Philippe, le petit Philippe. Il était beau comme le soleil. Je sais pas s'il est vivant, il doit être vivant peut-être. Mais il n'a pas réagi. Non, parce qu'il est plus jeune que moi. Hein. Il avait 2 ou 3 ans de moins que moi, mais il n'a pas réagi. C'est étonnant. Il était fou de moi, il était amoureux et tout ça, il voulait me faire des pipes et tout ça. Je dis, bon bref, je passe. Et il part un jour, 16 ans, mais très bon, hein, vraiment. Il dit, je vais en France, je vais tenter ma chance. Il revient 2 ans plus tard, beau comme un soleil, plein de bijoux, des montres Cartier, des ci, de là. Je dis, dis donc, qu'est-ce que t'as fait? T'as braqué une banque ou quoi? Ou une bijouterie? Il me fait, non, j'ai un mec là-bas, il est une mine d'or. Je dis, ah bon? Il me dit, tu ne devineras pas qui c'est. Ah, je dis, non, il y a 60 millions de Français, comment veux-tu que je devine? Il me dit, c'est un grand chanteur. Bon, allez, vas-y, on joue au jeu des devinettes. Il me dit, c'est Johnny. Elle dit, je dis, quoi? Johnny? Putain. Il me dit, ouais. Et après, je dis, moi, je te crois pas. Je dis, tu frimes, là, tu viens de nous embrouiller. Il me dit, tu me crois pas? Tiens, regarde. Il me montre une photo. Ah, vous avez vu les photos? Ah ben, bien sûr que j'ai vu les photos, évidemment. Il y avait quoi? Ah ben, il y avait lui sur Johnny, Johnny sur une femme. Il était pris en sandwich. Ah, c'était un... Mais il en avait d'autres. Mais bon, il y avait toutes sortes. Mais avec ça, là, ça y est. Et c'est pour ça que vous expliquez que Johnny, quand il est mort, avait eu tellement de dettes partout. Il n'avait pas d'argent, il lui prenait tout, la mafia. Il était hyper racketté. Et Johnny venait à tous les afters chez vous? Oh, presque, ouais. Il était souvent chez moi. Ouais. Pas seulement avec son petit. Hein. Ouais. Il venait aussi avec un black... qui lui mettait bien. Et vous l'avez vu avec le black? Ah ben bien sûr, j'étais là. Oui, c'est moi qui accueillais les gens à la porte là-bas. Il n'y avait personne d'autre. Hein. Alors maintenant, il faut qu'on parle un truc. Là, on arrive sur des terrains hyper glissants parce que c'est un ministre catho, bien sous tout rapport, même un peu moraliste, un certain Jacques B. On peut dire son nom? Oui, bien sûr. Mais attends, c'est de qui on parle? Jacques Barrot. Ah, Jacques Barrot, oui, bien sûr. Il était homosexuel. Il était avec un Sénégalais. Lui. Alors, vous écrivez que Jacques Barrot... Catho, il était catho, lui? Ouais, mais c'était un peu... Il est quand même bon teint, Jacques Barrot. Ouais, d'accord. Enfin, personne pourrait penser que Jacques Barrot est une sorte de partouzeur débauché. Ah bah, alors là... Et vous écrivez que Jacques Barrot détournait les fonds du RPR pour organiser des partouzes et des orgies pour Chirac. Ah, lui, il a battu tous les records hein, de comment dirais-je, de partouzes, de tout. C'était vraiment un bon vivant, on va dire. Mais bon, il faisait même, il achetait même aux Sénégalais là qui le servaient et qui le comment dirais-je, qui le prenait de temps en temps. Et ce mec, il faisait du trafic de vestes en cuir volées, des fourrures et tout, et Barrot lui achetait tout pour revendre à ses amis, députés et tout et tout. Et vous aviez donc fourni de la coke à Chirac par Jacques Barrot? Oui, toujours ouais. Ça. Ouais. J'ai jamais fourni Chirac directement, non, je peux pas dire ça. Mais pareil. Pour vous, Chirac prenait de la coke? Mais certainement. Mais attends, il n'y a pas eu de procès là. Hein. Il y avait sa femme qui aurait pu rouspéter, sa fille et tout. Personne. D'ailleurs, vous avez reçu 2 chèques de Chirac. Ouais. De 4 000 et de 5 000 francs. Mais ça, c'était pour des dettes de jeu. 4 000 et 11 000. 11 000 francs. Ouais, 4 000 et 11 000. Pour des dettes de jeu. Ouais, bah, soi-disant. Ah oui. Non, c'est Barrot qui me devait cette somme. D'accord, ces 2 sommes-là. Parce qu'une fois, j'ai vendu mes bijoux à 4 000 et une autre fois, c'était 11. Bon, il me donne les chèques de Chirac. Mais quand il a dit à Chirac que c'est moi qui me les avait donnés à moi, Chirac, il a poussé un coup de gueule. Il a dit, mais t'es fou, donner un trafiquant de drogue, des chèques à mon nom et tout et tout. Je refuse le paiement. Et donc, voilà, moi, je l'ai eu dans le baba. Parce que quand j'ai dit à Barrot, il me dit, bah, arrange-toi avec Chirac. Ah, t'es drôle, toi. Il m'a arrangé avec le président de la République pour qu'il me paye. Faut pas déconner. Je lui ai dit, non, c'est toi le responsable. Personne n'a voulu me payer, ben après je leur ai fait le coup de la cocaïne mélangée avec... C'est génial, pour une orgie chiracienne, vous mettez du laxatif dans la cocaïne. Ah, c'était merveilleux. Et tout le gratin chiracien ça a été le plus beau jour de ma vie. Je sais pas, racontez-nous. Je n'ai jamais autant ri, j'ai failli mourir de rire.
J'ai failli, je vomissais. Parce qu'il y avait un petit carré de sable, et il y avait un barbecue. Et moi, je mangeais au barbecue avec un Marocain qui me faisait la bonne viande et tout. Et quand je les ai vus sortir là-bas en courant, les femmes avec leurs robes belles, superbes, qui couraient, qui cherchaient un buisson pour se vider dans les toilettes, ça gueulait. Mais dépêchez-vous, enfin! C'était les embouteillages là dans les toilettes. Et comme il y en avait pas mal des toilettes, mais elles étaient embouteillées de partout. Et il fallait voir les mecs en smoking qui couraient dans le parc pour aller chier près d'un arbre et tout. Il n'y avait plus de gêne, tout le monde y allait. Hein. Et alors, il y avait Chirac, il y avait Barrault, vous pouvez citer, il y avait d'autres gens? Bah, il y avait Dassault, il y avait tout le monde, il y avait beaucoup de gens. Oui, bien sûr, il y avait toute l'élite de Paris, bien sûr. Est-ce qu'il y avait la célèbre maîtresse de Chirac avec qui vous avez Non, couché? elle n'était pas là, non. Et ça, on peut pas dire son nom? Bah si, c'est Catherine. Pourquoi on peut pas dire son nom? Parce qu'il est pas dans le bouquin. Moi, j'en ai rien à foutre. C'est parce que c'est mon éditeur qui a sauté, mais moi, je le dis. C'est sa maîtresse. Putain, on en a marre de la... Ouais. Mais putain, Oui. et vous aviez couché chez elle et il y avait que des portraits d'elle avec Ah, Chirac? il y avait des portraits de Chirac et il y avait des meubles, des antiquités de folie. Et Ouais. c'est Chirac qui payait tout. Ça m'amuserait un procès avec Delon, hein, franchement. D'ailleurs, il y a Zampa qui vous avait raconté qu'il avait baisé Brigitte Bardot dans son Alfa Romeo. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, est-ce qu'il se vantait? Ouais. Est-ce que c'était vrai? Moi, je pense que c'était vrai parce que Zampa, il n'avait pas besoin de se vanter ou d'inventer des histoires pour se grossir. C'était pas un crapaud buffle, Zampa, c'était un vrai mec. Ça, c'était... Et quand il disait quelque chose, je pense pas que c'était un mensonge. Donc, je prends ça pour argent comptant, on va dire, d'accord? Alors maintenant, on va parler du plus célèbre acteur français qu'on nommera le Guépard, Ouais, le Samouraï, le Guépard, la piscine, voilà, tout ça, la oui. piscine. Et alors là, c'est incroyable ce que vous racontez sur lui. Déjà, vous racontez qu'il aurait payé 1 million Zampa pour des assassinats. Alors, ça, je ne peux pas dire vraiment affirmer des assassinats. J'ai dit que quand il avait un problème avec quelqu'un, il allait en parler soit à Zampa, soit à Jackie Imbert, soit à des amis gitans ou autres, des amis. Et j'appelle ces gens-là des épouilleurs. Parce qu'ils épouillaient, ils enlevaient les poux de la tête. D'accord? On n'a jamais dit à un tel, tiens, tu vas me tuer celui-là, je te donne. Non. Mais après, il faisait un cadeau, en amitié. Voilà. Et donc, moi, un jour, j'ai vu dans le coffre de Gaëtan Zampa, à Marseille, dans sa ferme, un sac Vuitton où il y avait marqué de la part de... Et dedans, il y avait 1 million de francs. Bon, alors, est-ce que c'était de l'argent à Zampa? Zampa m'a dit, c'est un cadeau de... On va résoudre un des plus gros mystères de fait entre l'accusé et judiciaire, l'affaire Markovic. C'est Oui, le il y a eu garde du 5 corps 000... assassiné. Et vous? Parce que le Markovic a surpris une partouze avec Madame Pompidou, etc. Puis il y avait des petits... ce qu'on appelait les balais roses. Et pour vous, c'est a demandé à Zampa de l'assassiner. Il n'a pas demandé, je répète. Pareil, il lui a fait un cadeau. Non, il lui a dit, ce type-là, il me gêne. Ouais. Et Zampa, il n'a rien dit, il l'a fait descendre, et après, on était content, il savait que c'était Zampa, il savait. Il a fait un cadeau, voilà. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a un autre garde du corps de... C'est un métiariste. Oui. Milosevic, qui n'a rien à voir avec le criminel contre l'humanité, Milosevic, qui lui a été assassiné aux États-Unis. Oui, mais toujours la même histoire. Et on n'a jamais élucidé. Ben non, mais à l'époque, on ne voulait pas élucider. Il y a eu 5000 procès-verbaux pour l'affaire Markovic. Ouais. Concernant Alain Delon. 5000 procès-verbaux. D'accord? Parce que les flics, ils étaient sûrs que c'était lui. Ils savaient, il y avait pas... Mais il était protégé par Pompidou et par tous ceux qui ont suivi. Il était insaisissable. Et c'est ce que moi, c'est ce que j'aime pas. Parce que moi, pour mes conneries, j'ai payé. Je vois pas pourquoi un mec, il devrait faire ça en toute impunité. Maintenant, il est temps de payer. C'est tout. Mais alors, c'est terrible parce qu'il y a une légende noire autour de ce type dans votre bouquin. Parce qu'il avait une maison à Marrakech. Oui. Alors là, on buffera peut-être le nom parce qu'il n'y a pas le nom dans votre bouquin. Mais c'est mon éditeur qui a... Oui, ben, bien sûr. Et vous dites que le roi du Maroc l'a poussé, l'a forcé à revendre sa maison à BHL. Et il l'a renvoyé du Maroc, il l'a expulsé. Et pourquoi? Définitivement. Ben parce qu'il y avait un peu trop de passages d'enfants dans sa maison, il y avait une histoire de pédophilie. Et donc, il y avait en face de lui, il y avait un mec qui était professeur de droit islamique de Hassan II. D'accord? C'était un mec important.
Et comme personne n'osait parler parce que Mhm. il achetait tout le monde, toute la police était à genoux devant lui. Lui, ben, il est allé voir Hassan II un jour, il lui a donné un cours de droit islamique, puis il lui a dit, au fait, Majesté, il y a un mec en face, un tel, c'est pas normal, il y a des femmes qui viennent avec des petits-enfants et qui repartent toutes seules, et puis le lendemain, elles reviennent chercher les enfants, il se passe un drôle de truc là-bas. Et évidemment, pédophilie. Mais pour vous, le guépard gérait le truc ou était lui-même consommateur? Ah, ça, je suis pas allé voir s'il Ouais. était consommateur, je peux pas savoir. Quand même, là, j'irai pas jusque-là depuis les consommateurs. Moi, je pense qu'il gérait, oui, bien Ouais. sûr, bien sûr. Et donc, il a été viré du Maroc définitivement. Il a Alors- été obligé de vendre sa propriété à BHL. Il y a l'épreuve, hein, Ah oui, d'ailleurs, on a fait une émission avec Jean-Paul Voilà. Enderen, où on a parlé pendant 10 minutes justement de cette maison au Maroc, qui est assez connue parce qu'il nous a Ah, raconté bien comment sûr. c'était la maison. Du coup, tout le monde parlait de lui au Maroc en l'insultant et il me disait à moi, t'as Ouais. vu, tes compatriotes là, ils sont pourris. Ils sont... Bah ouais. Il y en a un autre qui est lié au Maroc, un ministre de Mitterrand. Vous dites qu'il allait dans des clubs où la police n'osait même pas aller. Oui, c'est vrai, bien sûr. Mais parce que Mitterrand avait donné ordre de ne pas emmerder ces gens-là. Les Cohn-Bendit, Ouais. les Jacques Lang et compagnie, ils étaient intouchables à l'époque. Et moi, ce que j'ai vu à la Dames Club, c'est écœurant. Je veux dire, pourtant, j'en ai vu des saloperies dans ma vie. Mais ça, non, c'est intenable. Et c'est pour ça que je veux que la France, tous les Français le sachent. Voilà. Qui est un tel et qui est un tel. Ils sont pas contents, ils ont qu'à me faire les procès. C'est comme ils veulent. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Dans un procès, on va encore plus parler et plus de gens. Et j'espère que le monde entier saura. Mais Parce attends. qu'en 2011, sur le plateau du Grand Journal, Luc Ferry dit un ancien ministre s'est fait poisser dans une partouze avec des petits garçons à Marrakech. Ouais, bien sûr. On n'a jamais su qui c'était. Et on soupçonnait quelqu'un d'autre que la personne dont vous avez parlé. Qui ça? J'ai rien à dire Non, sur lui, non, je y a sais pas. pas. Je sais pas. Il paraît. Ouais. Il paraît. Il était aussi intéressé par les enfants. Mais ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, je l'ai entendu Ouais. aussi. Hein. C'est fort possible. Mais il a tout le genre du pédophile, ce mec. Bah, moi, je sais pas. C'est possible, mais ça, je sais pas. Citer trois autres personnes qui sont là mortes et enterrées depuis très longtemps. Donc on peut dire Jean Marais Ah oui, mais bon, ça, c'est Jean-Claude Brialy et tout ça. et Saint-Laurent. Saint-Laurent, il y avait aussi l'autre, comment il s'appelle, celui qui jouait dans les gendarmes de Saint-Tropez, là, le rigolo, là. Louis de Funès, Non, Michel Galabon, non, Jean Lefebvre. voilà. Il est mort à Marrakech, lui. Jean Lefebvre était pédophile. Bah, ils étaient tous ceux qui allaient à Marrakech à l'époque, c'était pour la pédophilie, hein, faut pas se tromper. Bien Ouais. sûr. Eh oui. Puis il y avait Yves Saint-Laurent, bien sûr. Et comment vous expliquez que finalement le seul qui soit réellement tombé, qui est tombé, et vraiment, c'est soit Maznev. Personne d'autre n'est tombé. Ouais, parce que Matzneff, il était un peu trop loin aussi, lui. Il a écrit des livres là-dessus Ouais. et tout ça, il a laissé des traces. Tandis que les autres, ils étaient un peu quand même... bon, ils faisaient un peu attention. Quoique, Roger Alingre, qui est mort il n'y a pas longtemps, là. Roger Alingre, ça vous dit rien? Roger Hollindre. Hollande, oui. Hollande. Ah oui, je vois très bien que c'est. Bah, oui. il a insulté Jacques Lang, il lui a dit, on a retrouvé chez vous, dans votre truc, un garçon avec le cul... La tête dans un mort, chaud de la merde. tête. Voilà. Donc, non, mais c'était révoltant tout ça. C'est révoltant, franchement. Ce qui se passait à la Dames Club, bah, c'était dégueulasse. Alors moi, j'étais de connivence Ouais. avec le barman, que je revois, et il habite à côté de chez moi. Il me faisait comme ça, d'un air de me dire, t'as vu un Mais peu on arrivait à Dames Club, il y avait quoi en fait pour décrire un peu, qu'est-ce qu'on voyait quand on entrait dans la Dames Club? On voyait que c'est des petits troupeaux de jeunes garçons et puis des pédophiles qui se la racontaient. Il y avait aussi des homosexuels. Puis il y avait Michel Sardou, il y avait Johnny Hallyday, il y avait tout ce petit monde aussi. Tout le monde des pervers était là-bas. C'est simple. Mais Sardou Que- était pas pédophile. Ah non, je dirais pas ça, mais je dis que il aimait bien Johnny, hein, parce que des fois il s'embrassait assez louchement. Ouais. Bon après je m'en fous. Moi j'en ai après les pédophiles, hein. Les homosexuels, bon ben c'est pas. Est-ce que vous pensez que la coke, parce que tous ces gens étaient sous coke, il y a quand même aussi ça, c'est comme ça que vous l'avez Oui, tout l'avez à vu. fait, tout à fait. Est-ce que vous pensez que la coke peut pousser à la pédophilie? Ah mais j'en suis sûr même. Ouais. J'en suis Ces sûr. gens-là sans coke ne seraient peut-être pas passés à l'acte. S'agissant, je crois qu'il n'avait pas besoin de coque. Ouais. lui. Déjà, il commettait l'inceste avec sa sœur.
Ouais. c'est connu. Il a été viré de la communauté juive, Mhm. s'ils en voulaient pas, c'était une pourriture. Et voilà, donc moi je pense que lui, il avait pas besoin de coke. Hein. Ni Cohn-Bendit d'ailleurs. Ils n'avaient pas besoin de coke, ces deux-là. Hein. Et beaucoup d'autres, dans la famille royale anglaise aussi, il y en avait. Hein. Et on va partir de 1972 en Hollande. En Hollande, vous racontiez qu'il y avait un climat assez spécial, car c'était vachement bien, car on pouvait tirer sur absolument tout ce qui bougeait. Il y avait un système de faux témoins. C'était le paradis, non? Ah, c'était amusant. C'était amusant, mais c'était... Disons que c'était une espèce de légitime défense. Comme les Hollandais, ils faisaient tous... À l'époque, ils faisaient 1m90. Moi, avec mes petits 1m80, ben, j'étais obligé de me défendre avec un flingue, hein, parce que quand ils venaient, là, bap, il fallait sortir. Et puis on pouvait tirer en légitime défense. Alors avec un ou deux faux témoins, ça passait bien. Et en plus, les prisons, c'était le Club Med. Oh, les prisons, même le Club Med, il n'a rien à voir avec. C'était non, mais 10 attendez. étoiles. Mais c'est incroyable, les prisons hollandaises. Puis on avait de la bière, on avait tout ce qu'on voulait, du cannabis, on était bien. Mais les centres de détention, il y avait tennis, basketball, football, tout ce qu'on voulait. Il y avait même des machines à sous, des flippers, il y avait de tout, de tout. Et puis chaque semaine, il y avait des jeux, il y avait des matchs de boxe, de karaté. On s'ennuyait pas. Et le samedi soir, il y avait des filles du village qui venaient danser avec nous en prison. Et en plus, vous étiez très respecté car vous aviez fait des petits trucs sympas pour vous faire respecter. Par exemple, vous aviez criblé de balles un mât qui traitait mal les filles. Ah oui, un gitan qui était méchant, très méchant. Ouais. Vous extrêmement aviez égorgé méchant. un Serbe qui faisait travailler une Française contre Oui, son aussi. gré. Oui, je protégeais les prostituées Ouais. françaises là-bas. En fait, c'était de l'intérêt général. c'est Bah, pas j'étais possible. un peu le bureau des pleurs pour les Françaises. Elles venaient quand elles avaient un problème avec un Hollandais ou un Yougo, par exemple, ou d'autres, elles venaient me voir. Et moi, je les aidais parce que bah, c'était mes compatriotes. Et vous avez fait même un truc assez marrant. Vous aviez tiré une balle dans l'abdomen du truand le plus craint du pays. Oui. Bah, dans l'abdomen, il est quand même mort. Hein. Il est quand même mort. Il est mort au bout de 6 mois. Oui, il avait un espèce de sac là pour faire ses besoins et il pouvait plus, son corps ne fonctionnait plus. Il a pris une balle dans le foie. Hein. Ouais, on lui avait mis en fait, je crois, un sac plastique à la place du foie. Voilà. Et les policiers n'ont même pas poursuivi. Ouais. Alors, ce que j'ai appris par la suite, quand ils sont venus me voir un matin, ils sont venus, j'habitais chez une prostituée. Ils ont sonné, ils ont dit, est-ce que Gérard est là? La prostituée, elle a dit, mais non, il n'est pas là. Elle a dit, ah, on sait qu'il est là. Elle a dit, dis-lui qu'il vient, on lui veut pas de mal. Parce que si on voulait, on rentre, mandat de perquise et tout et tout. Et donc, moi, je sors, je dis, bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Il me fait, t'inquiète, Gégé, on vient pas t'arrêter. Au contraire, on vient te remercier, féliciter. Tu nous as rendu service. C'est ça la mentalité hollandaise. Quand on les débarrasse d'une saloperie, ils sont contents. On fait leur boulot. Après, il me dit, il y a une chose que tu savais pas. Il me dit, t'as dû en baver pendant 6 mois, t'as dû te cacher. Je dis, ouais, un petit peu. Il me fait, c'est que le mec que t'as descendu, il était ce qu'on dit en hollandais, kogelvrij. Ça veut dire, kogel, ça veut dire des balles, et vrij, c'est libre. Ça veut dire qu'il était balle libre. On pouvait le descendre à tout moment, sans risquer la prison. Vous l'avez été libre à un moment. Moi aussi, c'est pour ça que j'ai quitté la Hollande. retourne contre vous. Bah Mais oui. alors, il faut parler du premier système que vous avez utilisé pour passer de la coke, qui est absolument génial, qui est dans le ventre d'un boa. Ah ouais, ça c'était ça, c'est bien. extrêmement C'était inédit. Et... Parce qu'un boa, ça peut manger une chèvre de 35 kilos. Absolument. Alors, vous preniez la chèvre, vous la vidiez, Et on mettait de la coke dedans. et en Et- plus... ouais. Il n'y avait aucun douanier qui se risquait à aller voir ce qu'il y avait dans le ventre du boa. Il me disait, mais il y a une forme ici. Je dis, vous voyez bien, c'est la forme d'une chèvre. Il me fait, ah bon? Je dis, bah oui, on lui donne à manger, non? Il faut bien lui donner à manger. Ah bon, d'accord. Ils avaient rien compris, les pauvres. Et surtout que le boa prend 3 jours pour digérer. Exactement. Donc, en Donc, fait, on la avait coke- le temps de tout faire. Bien sûr, c'était merveilleux. Et le boa ressortait dans quel état? Bon, on lui ouvrait le truc, on lui prenait, on le recousait. Ah oui. Bah, après, on s'en foutait de son état. Hein. Alors, au début, ça commence de façon cool. Après, c'est un peu plus glauque, car après le boa, vous passez au bébé. Ouais. Il se trouve que c'était comme ça. Les femmes, elles vous proposaient, elles avaient un bébé mort, au lieu de l'enterrer, elles le piquaient au formol, et puis elles disaient, bon, allez,
si tu veux, moi je t'emmène 1 kilo ou 2 de coke dans le ventre d'un bébé, ça dépendait de sa corpulence. Et puis ça passait très bien. Elle mettait le bébé bien habillé, propre, avec des petits trucs sur la tête et un petit truc qui fait. Il passait aux donnes hollandaises parce que les Hollandais à cette époque étaient niais. Tradition indienne, je crois, les Indiens mettaient de l'herbe dans leur bébé. Voilà, ouais, c'est et ça. Vous avez mis de la coke Bah oui, bien sûr, ça conserve bien. Après, là où ça devient plus glauque, c'est quand on passe au vivant. C'est-à-dire à transporter la coke dans plus des morts, ouais, mais des vivants. Oui, bien sûr. Et alors là, c'est assez amusant parce que vous remplissez les gens de coke, mais parfois le problème, c'est que la coke explosait dans le ventre des gens. Ça pouvait arriver, ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, il mourait, hein. Ah ouais, merde. Il n'y a pas photo. Il mourait dans l'avion. Tout c'était détourné par vos ennemis qui utilisaient la technique de mettre des explosifs dans les mecs à la place de la coke. Donc les gens arrivaient, ils vous explosaient à la gueule. Exactement. Exactement. J'ai plein d'amis qui sont morts comme ça. Hein. Et vous avez failli échapper à des moi j'ai bien sûr, hein, je suis passé à côté, ouais, bien sûr. Ah non, c'était dangereux à l'époque. Hein. Ça rigolait pas. Hein. Ah, il y avait une concurrence pas possible. Puis les Sud-Américains, c'est pas des cadeaux, hein, c'est des sauvages. Et quelqu'un, après avoir transporté à l'intérieur de lui beaucoup de coke, il est dans quel état quand il lâche? Très bien, il lâche, oui. Ouais. Il y en a même un qui s'est fait choper, un des miens en plus. Il est sorti, bon, je l'ai vu, j'ai dit tu prends un taxi, on se retrouve à Amsterdam. Et le con, en milieu de la route, il avait envie de se vider, et il va dans un champ. Ben, le taxi, il appelle les flics direct. Les motards arrivent, ils le voient en train de chier comme des saucissons, là. Ils arrivent, ils lui tirent comme ça. Voilà, et puis voilà, il s'est fait choper bêtement. Et là, il faut parler d'un passage de bouquin qui est extrêmement drôle, qui est sur les douanes. Parce que finalement, vous êtes toujours très très bien entendu avec les douaniers. Parce que vous leur avez toujours donné de la coke et des putes, en fait. Bah oui, mais c'est pour ça, moi je rigole quand Marine Le Pen dit fermer les frontières. Ouais. Mais c'est pas possible, il y a trop de brèches là-bas. C'est eux-mêmes qui créent. Bah, c'est facile hein, d'acheter à l'époque, hein. Aujourd'hui je sais pas. Mais bah, c'était facile. Moi, c'est même pas de l'argent, c'était de la corruption, oui, mais avec des prostituées et des travestis. Ah, ils raffolaient. Alors ça, des c'est travestis. génial. Il y avait. Alors moi. Une fois, je sors de France, d'accord, et d'habitude, je garais ma voiture en France, tout près de la frontière, d'un chemin qui mène en Belgique. J'allais à pied, voir le terrain, le chemin. Si je voyais pas de gendarme ou quoi, de douanier belge, je passais. Un jour, j'arrive, j'avais 27 Rolex, volés en France, bien sûr, des vrais, hein, et j'avais 37 millions de lire italiennes. Bon, et j'étais avec un Italien, ma femme et son frère, le Travelo. Il était très beau, hein. Il était plus beau que sa sœur. Ah ouais, ben, il était pas mal. Hein. Ah oui, surtout qu'après, il est allé au Maroc se faire refaire. Et là, le jour où il est revenu, j'ai dit à ma femme, casse-toi, fais-lui la place. Elle était trop belle, c'était une vraie femme. Mais franchement, il faut nous la présenter. Une merveille. Ouais. Hein, il faut nous la présenter à la caméra. Bah, je sais pas où elle est maintenant, elle a disparu. Doit voir dans les 40, 45 peut-être. Et donc, non plus peut-être, je sais pas. Et donc, je passe, il n'y avait rien. Je reviens à ma voiture, et je dis, allez, on y va. Je passe, il y a 15 douaniers qui sortent avec les lumières belges. Et là, ils me trouvent l'argent, et bon, ils m'embarquent au bureau. J'avais passé quand même la frontière française. Et c'est là que ils pensaient que c'était une femme, le Travelo. Ils pensaient, c'était vraiment, tellement il était beau. Et ils appellent une femme douanière à 3h30 du matin pour la fouiller. Et quand elle s'est rendue compte qu'elle avait un truc comme ça, elle a poussé un cri, on l'aura entendu à Berlin. Ah, bande de salauds, vous m'avez piégé et tout. La douanière belge. Hein. Et moi, j'étais mort de rire. Et les douaniers, ils ont sympathisé avec moi. Ils ont dit, dis donc, vous auriez pu nous le dire. Hein. Alors là, quelle farce et tout. Et du coup, le CRS français, avec qui j'ai fait connaissance au départ, il a entendu le cri, donc il est intervenu, il était collé avec la Belgique. Ils avaient 2 pas à faire pour passer en Belgique. Il arrive là-bas et tout, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ouais, voilà, Lui, il était mort de rire, mais il est tombé amoureux du Travelo. Donc il me dit, bon, écoutez, je sais que vous avez sorti de l'argent de France, et on vous trouve des Rolex et tout ça. Allez, je ne vais pas vous emmerder, mais le Travelo, il faut me l'emmener. Voilà. Et une autre fois, je les ai revus, je passais les chemins à pied avec ma femme, la sœur du Travelo, et j'ai fait l'amour parce qu'elle aimait ça, faire l'amour entre 2 frontières, elle adorait ça. Et eux, ils arrivent avec leur mitraillette. Mais la mitraillette, comme ça, il me dit, faites quoi là? Ben, je dis, vous voyez bien. Il me fait,
Ah ben dis donc, et il me dit, mais il y a la frontière. Je dis, ben justement, c'est pour ça que je suis là. Elle adore ça. Alors, pour lui faire plaisir et tout ça. Et c'est là qu'il m'a dit, mais vous, on se connaît déjà, hein, je vous ai vu. Oui. Il me dit, alors c'est quand que vous m'emmenez un travelot là? Je dis, vous inquiétez pas. Puis j'ai commencé là, et puis ça allait, mais ça marchait bien. Pour finir sur les histoires de douane, la meilleure histoire, c'est l'histoire de la vache qui vous a volé 100 grammes de cocaïne. C'est une histoire énorme. Là, ça c'était... C'était extraordinaire. La vache cocaïnomane. Même, il fallait voir la tête des paysans qui disaient, mais là, c'est une vache folle. Alors, c'est avant l'Angleterre déjà, les vaches folles là-bas. Moi, j'arrivais avec 5 paquets de 100 grammes dans la poche. Comme un con, j'avais mis un blouson blanc qui était un peu phosphorescent, qui se voyait trop la nuit. J'arrive, j'étais toujours en Belgique. Hein, et il y avait un barbelé, et de l'autre côté, il y avait les Français. Alors, j'ai pas vu leur tronche, je savais pas qui c'était. Et ils me tirent dessus. Comme ça, stop! Moi, je m'arrête pas, je fais demi-tour, boum, boum. Et je cours, il y avait de la boue et tout ça, je cours dans la boue et tout. Et eux, ils me suivent quand même en territoire belge, d'accord? Et là, je perds un paquet. Bon, j'arrive à côté d'une maison, je fais un saut de 3 mètres, je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs, je me suis retrouvé de l'autre côté. Du coup, j'entendais les Belges, oui, bah, de tous les côtés. Après, bon, le petit matin... Je me suis dit, bon, je me casse. Et je regarde, je dis, merde, il manque un paquet. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans le champ, je me dis, ils sont plus là. Et je trouve rien. Je dis, mais c'est pas possible. Et pourtant, il était visible, c'était du Chatterton blanc et tout. Visible. Et non, je ne le trouve pas. Je dis, merde. Alors après, je retourne à Rotterdam et je dis à ma femme, on va acheter des matériels agricoles, des râteaux et tout ça, pour aller râteler tout ça et voir ce qu'il y a. J'y vais, je trouve rien du tout. Puis je vois un hélicoptère dans le ciel qui m'observait. Il était stable dans le ciel, il me regardait tout. Je dis, bon, on se casse. Je reviens le lendemain et je vais dans un café, là à côté, et je lis le journal et tout, et j'entends les gens parler, tout ça, dire, putain, mais la vache, elle est devenue folle et tout, complètement. Il faut dire le titre du journal, incroyable mais vrai, une vache prise de folie soudaine dans un champ où habituellement elle broutait en paix, se met à danser la danse de Saint-Guy, crachant de la bave blanche comme de la neige. Folie passagère ou sorcellerie? Comme de la neige, et c'était de la neige qu'elle avait avalé. Hein. C'était pas comme de la neige, c'était de la vraie, de la cocaïne. Et ouais, ben elle avait avalé les 100 grammes dans l'herbe, elle s'est pas rendue compte. Elle a peut-être trouvé ça bien. Hein. Ouais. J'aurais dû aller faire du commerce là-bas. D'ailleurs, c'est peut-être le moment... Vendre de la coque aux vaches, oui. C'est peut-être le moment, alors avant de continuer sur vos aventures, on va parler du cannabis au Maroc et tout, de faire le point Goemio de la cocaïne. Parce que quand même, ça occupe... Le quoi? Goemio de la cocaïne. C'est quoi cette goemio? Bah, vous les comparez les différentes cocaïnes en vous disant les caractéristiques, laquelle est la meilleure, la pire. Vous dites qu'il y a la vénézuélienne. C'est la meilleure. Ouais, c'est celle qui fait baiser. Ah ouais, grave. Vous l'appelez la drogue du bon Dieu. On fait des trous dans le mur avec ça, c'est pas possible. C'est une folie cette cocaïne. Moi j'en prenais en partant de Rotterdam, ma femme sur la route, je la baisais 3 ou 4 fois, je pouvais mais pas. Mais comme elle était rose, elle avait pas de succès. Ah, je parle pas de la rose là, attention. Ah, c'est pas la même, hein, non, pardon. La rose était vénézuélienne, mais ça c'était dans les années 70. Après, elle a changé de couleur. Elle a bronzé. On l'a fait devenir caramel. Caramel. Et là, elle a eu un succès comme toi fou. d'ailleurs. Ouais. Moi aussi, j'ai changé avec. Non, on appelait ça les ailes de mouche. Ouais. Alors donc il y avait tu sais, je sais pas comment on appelle ça là, les ailes, une aile de mouche. C'est un peu marron, un peu caramélisé et tout ça. Et c'était vraiment la meilleure coque du monde. La colombienne, elle fait danser. Elle fait danser, elle fait tuer aussi. Elle est criminelle. Et alors la plus drôle, c'est la péruvienne. Celle que je vendais à Chirac et à Johnny. Ouais. Ça, on va... Merci de nous mettre Elle est créative, elle fait travailler le cerveau cognitif et tout ça. C'est la coke du pape. Ouais. Mais alors de quel pape? Ah bah tous, pratiquement, à part celui qui a démissionné là, qui était en train de mourir, là. Comment il s'appelait, l'allemand? Benoît XVI, il était pas très coquet. Non, mais là, Jean-Paul II, il y allait. Hein. Ah ouais? Mais c'est connu que le Vatican, depuis que la cocaïne existe, les Corses, qui sont des petits malins, un peu partout dans le monde, ils ont trouvé un produit qui s'appelait le vin Mariani. Le vin Mariani, c'était du vin rouge corse et de la cocaïne 50-50. Ils vendaient ça, alors le Vatican, il achetait ça par cargo. Là. Et est-ce qu'il y a un lien de cause à effet avec le fait que vous disiez que la cocaïne rend homosexuel? S'agissant des archevêques et des cardinaux, je crois qu'ils le sont de naissance, mais homosexuels, ils n'ont pas besoin de coke pour le devenir. En tout cas, pédophiles, ça c'est sûr.
Mais c'est vrai que la cocaïne, oui, j'en ai connu beaucoup, beaucoup qui ont franchi le pas allègrement. Mais vous pensez que Jean-Paul II, il était de naissance ou c'est la cocaïne qui l'a rendu? À Jean-Paul II, je sais pas s'il est homosexuel, mais cocaïnomane, ça c'est sûr. Par contre, le pape actuel, il est louche, et je l'ai dit déjà, mais on n'a pas voulu m'écouter. J'ai dit que le pape, dernièrement, là, l'Argentin, là, il a dit, il y a 2 ou 3 mois de ça, il a dit « Je suis le diable ». D'accord? Alors, comment on interprète cette parole? C'est là qu'il y a un hic. En Amérique du Sud, alors, je suis, ça peut vouloir dire je suis, mais bon, on sait bien qu'il n'est pas le diable, il est chef du Vatican, mais ça va être dans le verbe suivre. Je suis. Parce qu'en Amérique du Sud, dans certains pays, les cocaïnomanes, quand on leur dit tu prends de la coke, ils te disent yo sigo el diablo. Je suis dans le sens de suivre. Ça veut dire je prends de la coke. Lui, il a dit ça, mais c'est à double sens. Et les gens ne savent pas en France. Pour moi, je suis un peu vicieux aussi, et puis peut-être que j'ai l'esprit mal tourné. Pour moi, il a voulu dire qu'il suivait le diable, c'est-à-dire dans le sens je suis la cocaïne, j'en prends. Oui, et d'ailleurs vous dites qu'il y a même Johnny Hallyday qui a voulu baiser avec vous sous cocaïne. Ah bah oui, Johnny, il voulait baiser tout ce qui bougeait de toute façon, c'était pas extraordinaire. Hein. Mais même vous. Bah bien sûr, il m'a dragué 1001 fois. Bien et sûr. Omar Sharif aussi. Omar Sharif et Ardisson aussi. Ah oui. Ouais. Et vous avez pas... Alors vous avez failli être dans le film, là on fait des parenthèses, mais vous avez failli dans le film de Travolta, La fièvre du samedi soir. Ouais. Et vous avez pas eu le rôle parce que Travolta s'est fait violer par le producteur et pas vous. Non, Travolta, il n'avait rien à voir à cette époque. Non, là, c'est mal interprété. Non, moi, il m'avait invité dans son château avec mon neveu qui est berbère et qui est très beau garçon. Alors, il voulait baiser ou l'un ou l'autre. Il se trouve qu'un soir, bon, on est resté 3 semaines chez lui, il m'a sorti une bœuf d'enfer. Et moi, j'étais complètement sonné. Mon neveu aussi, mais lui, il était plus malin que moi. Il s'est sauvé, il est monté dans sa chambre. Moi, j'ai traîné un petit peu, et après, je suis monté dans ma chambre. Et là, Robert Stigwood, il est monté, moi j'étais allongé sur lui en train d'agoniser, et il me saute dessus. Il s'était déjà déshabillé avec sa quéquette à la main, il arrive, il me saute dessus, et il me dit laisse-moi te sucer. Moi je lui mets un coup de pied dans le ventre, boum, il a tapé contre le mur, il était assommé. Et le lendemain, le jour même à 6h du matin, dégage. J'ai fait mes valises, j'ai dû partir. Auparavant, il m'avait proposé le rôle, il m'avait même fait danser chez lui, parce qu'il avait un château médiéval extraordinaire. Il m'a dit, tu danses bien. C'est vrai que je dansais bien. À l'époque, je dansais en Espagne James Brown. On me payait pour un quart d'heure de James Brown. Donc j'avais ça un peu dans le sang. À l'époque, aujourd'hui c'est mort. Et donc, voilà, il m'avait proposé une Mercedes Sport qui était dans son parking. Il avait au moins 25 voitures. Et tout ça, et il me dit, voilà, je te prends dans mon film, tu vas apprendre à danser ce qu'il faut, C'était réglé, mais il fallait que je couchais avec lui. Et moi, je ne pouvais pas. Et vous pensez que Travolta l'a eu en... Bah oui, évidemment, ça coule de source. Mais oui, Robert Stigwood, il faisait pas de cadeaux, lui. C'est un sale mec, ça. Maintenant, on va parler d'un... Là, s'il faut vraiment parler en détail, c'est du sac. Ouais, le sac. Ouais. Le sac, c'était Pasqua. Et d'ailleurs, vous dites que Pasqua, c'est le seul type dont vous avez vraiment eu peur dans votre vie. Oui, parce que... C'était le diable, ce mec, mais il avait peur de rien, lui. Il avait l'impunité, il avait des soldats de partout, des Corses, de tout. Et il pouvait liquider un mec du jour au lendemain, ni vu ni connu. Hein. Et puis c'était un mec, il avait aucun sentiment. C'est bien, vous avez quand même connu les pires parrains au monde, les pires mafieux, mais Pasqua... Ah non, Pasqua, rien à faire. Non, parce que les mafieux, bon, Zampa, Francis le Belge, que j'aimais beaucoup, Jacques Imbert et tout... eux, ils avaient leurs limites. Parce qu'il n'avait pas de limite. Il avait des tueurs à gogo. Alors, au début, c'est quand il y avait des affaires de terrorisme basque, ils vous demandent tout simplement de liquider, pour le sac, les terroristes basques. Bien sûr. Et vous, ça vous arrange un peu parce que les terroristes basques, ils vous font un peu chier. Oui, il y a ça. Ils ont foutu la merde en Espagne. Moi, je faisais mon petit trafic tranquille. Tout d'un coup, ils sont venus poser des bombes sur la plage de Marbella. Et là, il y avait des contrôles partout. Je me suis fait choper avec du cannabis et tout. Ils me faisaient chier, quoi. Ils emmerdaient tout le monde. Bon, j'ai dit volontiers, mais j'étais redevable. Parce que j'oublie pas que c'est eux quand même qui m'ont libéré de prison. La deuxième fois, la première, je me suis évadé, on m'a rattrapé. La deuxième, c'est eux qui sont venus pistolet en main, avec ma mère qui assistait à tout. Et hop, ils ont chopé les gardiens de prison, ouvrez. Et ils m'ont fait sortir. Et ce qui est terrible, c'est quand on met la main dans le sac, enfin, on y reste pour la vie. Et on vous dit,
Pour la vie, il y a on devrait longtemps. toujours rendre des comptes au Ouais, grand non, patron. mais il y a longtemps que j'en suis sorti, depuis 86. Non, mais à l'époque, c'était un peu... Ah bah à on pouvait pas l'époque, en c'est sortir. comme la mafia. On Ouais. entre dedans, on n'en sort pas, hein, parce qu'on sait trop de choses et tout. Si on en sort, on est condamné à mort, bien sûr. On est obligé, hein, bien sûr. Est-ce que c'est Pasqua qui vous a présenté Gaëtan Zampa? Non, c'est le contraire. Ah, C'est le contraire. Au départ. Ouais. C'est-à-dire, il me l'a pas présenté physiquement. Il m'a dit, tu Mhm. vas voir Pasqua, etc. Je te fais un rendez-vous avec lui et tout et tout. Et après, quand j'ai vu Pasqua, il y avait Gaëtan Zampa et voilà, j'ai parlé avec Zampa. Et en fait, le SAC voulait faire des casses pour financer les campagnes électorales. En quelque Ouais, sorte. ouais, bien sûr, certainement. Et le vous, tra- vous aviez 50% des bénéfices. Ouais, ouais, moi avec les autres. Hein. Quand ça marchait, hein. Ça marchait pas toujours. On s'est fait choper à Madrid, on a attaqué une bijouterie, on s'est fait choper dans le casse d'Amsterdam et tout, on n'était pas fiers. Hein. Et est-ce que les gens pour qui vous faisiez la campagne électorale étaient au courant ou pas? J'ai pas compris. là. Ceux qui étaient en tête d'affiche de la campagne étaient au courant ou pas du tout? Moi, je sais pas, moi, si c'est au courant. Pourquoi ils seraient au courant Là, on va pas leur parler de tout ça, quand Ouais. même. Je sais pas, non, je pense pas. Je pense pas. Et vous racontez aussi sur Pasqua que Pasqua avait des accords avec Hassan II pour le trafic de cannabis au Maroc. Ouais, ouais. Et ça, c'est absolument étonnant. Bah, pourquoi étonnant Tout nous étonne. Bah, non, mais. Ah, bah, ouais, mais on non. découvre la vie, nous, là. Ouais, mais non, bon, Hassan II avait des fermes Ouais. royales et il fallait bien qu'il vende son cannabis. Eh ben, il le vendait à Pasqua, ou des mecs, des envoyés de Pasqua. C'était pas fort. Mais Pasqua était un grand ami, et Chirac aussi, du roi du Maroc. Il rentrait au palais comme chez eux. Hein. D'ailleurs, la mosquée de Casablanca, c'est Pasqua, Chirac et quelques ministres qui l'ont financé. Hein, avec- Et pour vous, c'est le trafic de cannabis qui a permis l'amitié finalement entre le Maroc et Chirac? Non. Non, quand même pas. Non, non. Non, Chirac, il n'était pas trop dans le trafic de cannabis. Il supervisait tout ça, mais il fermait les yeux. Mais c'est Pasqua. Son neveu, je sais pas, il s'est fait choper avec 700 kilos en Espagne de cannabis. Et finalement, Pasqua avait un peu une théorie comme quoi le trafic avec les trafiquants sur lesquels il avait un peu la main permettait de faire régner l'ordre dans les quartiers. Absolument. Absolument. Et moi, je le soupçonne, hein, j'ai pas de preuves, d'avoir aussi fait rentrer beaucoup de cocaïne, parce que les parrains marseillais, parisiens et autres, ils voulaient de la cocaïne, genre Francis le Belge ou Gaëtan Zampa, tout ça. Ils voulaient de la cocaïne parce que c'est ce qui se vendait bien à l'époque. Et donc, je pense qu'il a favorisé le trafic de cocaïne en provenance de Saint-Domingue et d'autres, des Antilles françaises aussi. Et puis en même temps pour remplir ses caisses. Hein. Mais avec ça, il tenait les grands voyous. Il leur disait, voilà, vous faites la loi, je veux le calme dans les banlieues. Et puis il y avait le calme. Hein. Attention, hein. Le mec qui allait arracher un sac à une femme, le lendemain, on le retrouvait dans la mer avec 100 kilos de béton-pis. Hein. On a l'explication de Ça toute rigole. la sécurité Ah en France ouais, maintenant là. bah voilà. Deux anecdotes qui résument assez bien votre bouquin. La première, les deux qui sont assez différentes mais qui résument assez bien le truc. La première, c'est dans les années 80, comment la corruption des policiers. C'est-à-dire que les policiers vous volent 10 kilos de coke pour 15 millions de francs et 300 000 francs en coupure de 500. 15 millions de francs anciens. Ouais. Non, nouveaux. Nouveau, ouais. Oui, oui, voilà, plutôt. Et donc au tribunal, c'est incroyable parce que on vous arrêtait avec 15, vous n'avez à répondre que pour 5 kilos. Ouais, 15 kilos, mais ça fait plus que... Non, attends. C'était 60 millions le kilo, 10 kilos, ça fait 600 millions, ils m'ont volé. Alors, 600 millions de francs anciens. Mais est-ce qu'au tribunal, ça vous a arrangé ou pas? Bah oui, évidemment, mais Ouais. pas trop non plus, parce que j'ai pris la peine maximale. Donc, non, la juge d'instruction, elle était outrée. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez porter plainte? Je dis, mais oui, avec plaisir. D'autant plus qu'il m'avait volé une limousine Mercedes qui coûtait 60 millions aussi. Et j'ai porté plainte, il s'appelle Pomarez, j'ai porté plainte, il a été arrêté, il a été viré de la police et il a pris 4 ans de prison. Ce qui est incroyable, c'est quand même, vous aviez 300 000 francs et on vous dit Chez au, moi, ils au me les ont procès volés. que vous aviez 300 francs. Oui, parce qu'ils ont tout volé. Alors lui, il était malin, il a pris les 300 000, il les a cachés dans le Ouais. jardin. Et après, en prétextant que j'avais caché 1000 kilos de cannabis, ce qui aurait pu arriver d'ailleurs, je les attendais, 1000 kilos de cannabis dans le jardin, il a fait venir un tracteur pour retourner la terre et en même temps pour récupérer 300 000 francs. Ça, c'était dans les années 80. Ça existe toujours aujourd'hui? Oh, j'en suis sûr, oui. Bah oui. Et vous en avez vu récemment? Bah oui, Ouais. bah, pas ces sommes, mais j'ai vu vraiment beaucoup de corruption parmi les CRS,
parfois certains gendarmes et la police nationale à Versailles, ça y allait. Mais bon, c'était pas au même niveau que le patron du 36 quai des Orfèvres. Alors, on va finir sur une dernière histoire qui clôt votre tome 2 de vos mémoires d'ailleurs, sur une top modèle. Et on dit pas le nom. Je vous le dirai dans une autre émission. D'accord. Vous reviendrez. Pour l'instant, je la laisse. Il faut laisser faire un teaser pour le. Parce qu'elle m'a proposé 1 million d'euros. Non. Pour ne pas payer, bien sûr. Dernièrement, elle m'a invité à Cannes. Mais j'ai refusé. Moi, c'est ma vengeance que je veux. C'est incroyable. Ah oui. Alors, c'est incroyable. Elle a gagné 100 millions d'euros. on sait qui c'est, mais on dira pas. Voilà. Alors, Ah bah, moi, je le dirai plus tard. Non. Elle va pas m'échapper. Hein. Je le dirai plus mais tard. alors, on va résumer l'histoire. C'est-à-dire qu'elle se mettait en couple avec des Pas gangsters. un peu. Elle était un digue de la police de Versailles. Je l'ai dénoncé dans un dossier quand on m'a arrêté en 2015. J'ai le dossier dans lequel je la dénonce. Elle et son policier de la PJ. Donc si elle me fait chier, je sors le dossier. Elle vous drague. Oui, bien sûr. Il y a une histoire un peu. Un peu louche parce que Ouais. c'est une gamine, elle vient s'installer en face de chez moi alors que sa mère, elle a un appartement de grand luxe. Elle vient s'installer dans un petit grenier de même pas 18, 20 mètres carrés, je sais pas, qu'elle partageait avec les rats, les cafards, les araignées, tout pourri, sale et tout. Mais la nana, elle mâchait pas. Elle voulait absolument coucher avec moi. Mais pourquoi ? Moi, j'avais quand même 50 ans de plus qu'elle, donc j'étais pas un rêveur. Je savais très bien que c'était pas pour ma gueule qu'elle était là. J'ai compris à la fin que le flic avec qui elle couchait, d'accord, qui travaillait dans la PJ de Versailles, le flic lui a dit qui j'étais. Il lui a dit que j'ai fait le sac, que j'ai fait quelques mecs et tout ça, que j'étais capable de flinguer quelqu'un. Voilà. Donc elle le savait au départ. Et elle s'est dit, ce mec-là, je vais le draguer et tout, je vais me faire épouser par lui, et après je vais lui demander de tuer mon père et sa maîtresse. Alors, l'histoire est atroce parce que, quand même, on rappelle, pour bien comprendre ça, c'est vraiment une top modèle hyper connue. Bah oui, mais ça, c'est à coup de millions. Tout le monde connaîtra. Elle a dû payer cher pour être top modèle, et parce que, franchement, toute nue, alors là, elle fait plutôt débander que bander. Vous avec elle. Bah oui, mais ça m'a fait mal. Il y avait que des os. Après, j'avais mal partout. Et puis, il faut la voir le petit matin. Hein. Je lui dis, t'es pas belle, ma pauvre, hein, si tu m'écoutes. Elle, le petit matin, au matin, quand elle n'est pas maquillée, c'est un ton, hein, un vrai. Elle a une tronche pas possible. Et elle baisait bien ? Même pas. Ah, même pas. Par contre, elle suçait extrêmement bien. Ouais, ça encore, ça va, mais elle s'appliquait, on va dire qu'elle s'appliquait. Mais bon, c'est pas difficile. Non, je lui ai dit, c'est un sac d'os. Un sac d'os. Il n'y a rien à baiser. Elle vous explique que son père a 50 millions en Californie. 50 millions ? Non, des centaines de millions de dollars. Ah ouais. Vous racontez, elle commence à vous dire, oui, je couche avec mon père. Elle commettait l'inceste, elle était folle amoureuse de son père. Et le problème, c'est que son père la trompe avec une autre nana. Elle s'appelle, je dis pas le nom, une très belle femme, un peu plus vieille qu'elle, 26-27 ans, qui s'incruste et qui prend sa place dans le lit. Ouais. D'accord ? Et donc, elle fait la gueule et tout. Ouais. Le père, il dit, allez, casse-toi, tu m'énerves maintenant. Je fais ma vie comme je l'entends. Donc, elle est fâchée et tout, et elle quitte là-bas, elle le quitte. Et puis, elle vient en France. Et là, elle roule avec des fausses cartes de crédit, elle vole dans les magasins, un grand luxe et tout. Les flics la chopent. Et elle tombe amoureuse d'un flic, ou alors, je ne sais pas si elle faisait pas un peu de comédie. Et le flic, il dit, bon, je te mets rien sur ton casier, je te laisse faire, mais tu vas bosser pour nous. Et du coup, elle a envoyé pas mal de mecs en prison. Tous les 6 mois, elle en envoyait un. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle vous emmène dans un endroit où il y a des cadavres et tout, pour vous demander d'assassiner son père et sa meuf. Elle me montre l'endroit où je dois après jeter les cadavres. Ouais. Elle me dit, là, on les retrouvera pas. Et comment vous expliquez que qu'elle soit arrivée à coucher avec son père alors que vous les trucidez? J'explique pas ça, J'explique pas ça, moi, je sais pas ce qui s'est passé entre elle et son père. Elle commettait l'inceste. Et elle vous propose comme il y en a beaucoup. Non, elle me propose la moitié de la fortune, de l'héritage. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, j'ai reçu une demande et une invitation encore que je garde bien précieusement dans mon téléphone. Et vous allez accepter? Ben non, pas du tout. Ah non. Pas du tout.
Donc vous allez la dénoncer de son nom. Bah, après l'émission, je te montrerai. Je te Et montrerai. dans le tome 3, il y aura son nom? Mais non, mais avant le tome 3. Ah d'accord. Je vais faire une vidéo Ouais. payante. Parce qu'il faut quand même que ça me rapporte un peu. Hein. Ah bah ouais, il y a Bon. 1 million. C'est les vidéos Payante, qui pas vaut 1 très million de cher. dollars. Pour les gens qui veulent savoir, ben, ils paieront 1 ou 2 euros, c'est pas cher. Mhm. Voilà. Ils veulent savoir qui c'est, ben ils sauront. Moi, comme ça, voilà, c'est pas. Et je dirais vraiment tout. Voilà. Est-ce que vous pensez que le fait que vous lisiez ça détruire sa carte du lendemain ou en fait les... Moi, je pense pas, je m'en Non, fous. vous Moi, si elle peut, ça a détruit sa carrière, j'en ai rien à cirer. Oui, bien Moi, sûr. elle m'a envoyé en prison en 2015. Ouais. J'ai pris 3 ans de prison à cause d'elle. Vous avez fait combien de temps? La moitié, 18. Ouais. Et donc, je lui en veux, c'est normal. En plus, elle m'a volé 1 000 euros en Espagne dans mon appartement. Et j'ai pas apprécié. Elle m'a fait des coups de salope. Et voilà. Je lui ai dit, je lui ai mis une baffe, j'ai traité d'androgyne, une espèce d'androgyne, j'ai dit casse-toi. Et j'ai dit demain matin à 6h, si je te vois encore chez moi, je te jette du 8e étage, par le balcon. Je l'aurais pas fait. Mais c'était une menace, j'étais en colère. Hein. Ouais. Non, mais elle me vole 1 000 euros Ouais, en non, plus non. pour prendre le train ou l'avion. Voilà. D'accord? Eh bien, la prochaine fois, déjà, achetez le livre. On va montrer les 2 bouquins où vous avez tous les noms. Et vous avez quand même des gros indices sur la top modèle dans le bouquin. Donc vous Oui, saurez bien tout. sûr, bien sûr. Ouais. Mais moi, j'avais pas trouvé le nom de la top modèle. Ah bon? Ouais. Ah, quand même, c'est pas... C'est pas... Ah bah si, quand même. Mais pour des gens, quoi, c'est assez... Enfin, on peut faire une enquête facilement. Elle a 25 millions, voilà, je donne un indice. Elle a 25 millions de fans. 25 millions quand même. Ouais. Hein. Je pense que les fans vont comprendre. Sur Instagram, 25 millions? Je sais pas si c'est sur Instagram, je sais qu'elle a 25 millions de fans. C'est Oui. un bon indice, on pourra... Allez, en tout cas, mille merci Gérard Mais Forêt pour ces montrez-les bien, révélations. les bouquins, ouais. Le dealer du tout Paris et le prince de la coke, c'est la suite. Il y aura un tome 3 Il y aura. qui sera encore pire ou... Et peut-être même 4. Oh bah alors, ouais, ça va être grave. Ouais. Plutôt grave. En tout cas, j'espère que ça ne sera pas notre dernière émission. Non, Non? Non. Il y en aura une suivante? ouais. Bon, on espère. Mille merci Gérard Forêt. À très bientôt. Salut et fraternité.